Donc, aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager une discussion avec Rosalie, qui est travailleuse sociale, co-host aussi du podcast Faut qu'on en parle. Fait que je pense que de ce que je perçois un peu de toi, c'est que ta mission, c'est vraiment de défaire les tabous en lien avec la santé mentale, d'exposer plusieurs sujets. Fait que bienvenue, Rose, sur le podcast. Merci beaucoup de me recevoir. Mais oui, on a enfin réussi justement après la COVID, la maladie. On a comme été malade à tour de rôle, puis on a finalement réussi à se rejoindre. Fait qu'aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on jase de santé mentale de façon globale. On va laisser la discussion nous mener là où on a le goût en fonction du rythme aussi. Dans un premier temps, j'aimerais ça savoir un peu de ton côté. Qu'est-ce qui a fait au départ que tu t'es intéressée à ce volet-là un peu de la santé? Honnêtement, dès mon enfance, je pense que ma mère travaillait dans le réseau de la santé. Fait qu'on dirait que j'avais toujours en tête que je voulais travailler, aider les autres. Je me rappelle que ma professeure de 2e année avait dit à mes parents, c'est sûr qu'elle va être psychologue. Ou, tu sais, c'était comme... On dirait que j'aimais prendre soin, puis j'avais une petite sœur, un frère. Fait que c'était comme très important pour moi de prendre soin des autres. J'ai hésité longuement à aller plus du volet santé, volet santé mentale. Finalement, c'était vraiment la relation d'aide qui revenait tout le temps. Donc, j'ai commencé en faisant une technique de travail social pour tâter vraiment comme plus concrètement l'intervention. Finalement, j'ai vraiment aimé ça. J'ai hésité à continuer vers la psy, mais finalement, j'aimais le côté interrelationnel du travail social. J'ai continué vers le bac. Puis après ça, j'ai commencé à travailler dans mon domaine. Oui. Puis là, aujourd'hui, tu travailles à la clinique Didacticus avec Valérie aussi, qui est un partenaire du studio. Fait que je trouvais ça cool en même temps. On a annoncé le partenariat aujourd'hui, justement, sur les réseaux sociaux. Fait que je trouvais ça cool en même temps que ça donne à l'enregistrement. Puis concrètement, tu veux-tu nous parler un peu de qu'est-ce que tu fais à la clinique ou quel genre de personnes tu vas aller aider? Oui, certainement. Mais c'est sûr que mon bagage, son recul, c'était plus au niveau de l'enfance, au niveau de santé mentale jeunesse, accompagner les familles aussi à travers des problématiques en pédopsychiatrie, donc qui sont quand même assez complexes ou multi-problématiques. Mais depuis que j'ai fait comme le pont en Didacticus, depuis 2021, je fais du temps partiel. En fait, à ce moment-là, j'étais aussi dans le réseau de la santé, donc je faisais comme les deux en même temps. Puis, depuis avril dernier, j'avais repris des cours à l'université, bref, mon hyperactivité dans tous les secteurs de ma vie. Mais j'avais repris des cours à l'université pour explorer plus le volet communication, marketing, relations publiques qui m'avait toujours intéressée. Puis c'était comme une porte d'entrée qui était un timing de la vie, comme on disait, là, que Didacticus, en fait, ont ouvert un poste qui avait besoin au niveau relations publiques, marketing. Ça restait dans mon domaine parce que c'est un domaine de relations d'aide où est-ce qu'il y a multiprofessionnel, puis c'est les valeurs que je porte puis que je veux mettre de l'avant, donc ça coïncidait vraiment. Puis, donc, j'ai ce chapeau-là présentement, mais je continue aussi à pratiquer comme travailleuse sociale. Donc, je dirais que ma clientèle cible, c'est beaucoup au niveau de la santé mentale, bien évidemment, mais je dirais que ça rejoint beaucoup adolescence, jeunes adultes, les familles, ce qui est par rapport à des problématiques qui sont rencontrées comme l'anxiété, la dépression. C'est beaucoup ce qu'on voit. Sinon, vraiment les difficultés interrelationnelles, donc entre parents-enfants, entre un couple, ça va être une personne en lien avec son environnement, donc ça varie vraiment. Puis, on a parlé tantôt, tu as mentionné que tu voyais beaucoup de monde en dépression, en anxiété. Je pense que c'est quelque chose qui est pas en émergence, mais qui est en augmentation aussi avec toute la situation actuelle qu'on a eue, la pandémie, puis là, la période économique qui peut être un petit peu plus difficile pour certains, certaines. Qu'est-ce que vous faites concrètement dans mettons, soit un plan d'intervention ou dans le cadre d'un suivi pour vraiment amener ces gens-là à se prendre soin d'elles, en fait? Bien, c'est sûr que c'est du cas par cas dans chaque situation, mais ce qu'on met beaucoup de l'avant, puis chacun a son approche, là, c'est vraiment propre à chaque professionnel. Mais moi, dans lequel je m'identifiais beaucoup, puis qui était porteur de résultats de ce que je voyais, c'était beaucoup au niveau de l'activation comportementale. Donc, ce que c'est, là, je vulgarise vraiment là, en synthétisé, mais c'est vraiment de prendre la personne où elle est, d'y aller à son rythme, mais de fixer des défis dans le concret. Donc, pour traiter la dépression chez les jeunes, une des approches qu'on utilisait, c'était justement ça, donc de dire qu'on voyait une corrélation, selon les études qui avaient été faites derrière cette approche-là, une corrélation entre les activités que la personne fait qui comptent pour elle. Donc, ça peut être vraiment de faire l'éventail des moments qui nous font du bien, ou, tu sais, exemple, de dire, ben moi, ce que j'aime, c'est d'aller prendre une marche, c'est d'écouter telle série, ou peu importe, on faisait un éventail, puis de graduellement faire en sorte que la personne reprenne un fonctionnement qui est plus optimal. On sait quand c'est soit des dépressions ou de l'anxiété sévère, ça peut être vraiment soit de l'hypersomnie ou de l'insomnie, ça peut être beaucoup d'isolement, peut-être une sous-alimentation. Donc, c'est vraiment de revenir aux bases, mais en respectant
qu'est-ce que la personne, elle, veut prioriser. Puis on voyait automatiquement que quand les journées étaient plus actives ou que la personne faisait plus d'activités, il y avait une augmentation de son sentiment de bonheur. Donc, le résultat va de soi aussi. Là. Fait que ça rejoint quand même le bout physique et santé mentale. Je pense que c'est une belle preuve de voir comment ça interinfluence. 100%. Puis justement, dans le fond, ben c'est ça, si je peux faire un parallèle un peu avec le domaine de l'entraînement, c'est un peu le même principe dans le sens que quelqu'un qui a été inactif pendant super longtemps, mais on va vraiment y aller par 1 entraînement par semaine, 2 entraînements par semaine, des entraînements plus courts, puis on va vraiment y aller progressivement. Puis au niveau, justement, tu sais, pour les gens qui sont peut-être, mettons, en dépression ou en période un petit peu plus difficile, tu sais, puis c'est pas tout le monde non plus qui est prêt à les consulter, je pense, dès le départ, même si c'est évidemment quelque chose qu'on va recommander. Est-ce que tu as des outils ou, tu sais, quelque chose à mettre dans sa boîte à outils qui pourrait l'aider du moins à aller mieux? Bien, assurément, il y a comme plein de choses. C'est sûr qu'il y a quand même une nuance entre anxiété et dépression. L'idée première, je pense que c'est l'abondance de ressources qu'on a en ligne, que ce soit des séries, que ce soit des podcasts, justement. Il y en a vraiment beaucoup qui expliquent des façons de comme se sortir de ces difficultés-là. Ça peut être des lectures. Mais c'est sûr que si, admettons, on prend tant l'anxiété que la dépression, l'isolement, à mon avis, de mon vécu puis de ce que je vois dans le quotidien, c'est vraiment, je pense, la chose qui renforçait encore plus la problématique. Fait que c'est vraiment de contrer ça puis de justement oser se fixer des défis. Je dirais d'en parler, ça a l'air cliché vraiment, là, mais d'avoir une personne à qui d'en parler au moins, c'est clé, je pense, dans un rétablissement. Puis d'optimiser vraiment vraiment, tu sais, j'en reviens à l'activation comportementale, mais tu sais, d'optimiser qu'est-ce qui nous fait du bien, puis de vraiment comme s'obliger à prendre un rendez-vous avec soi-même, puis de se dire comme je dois prendre ce moment-là pour mon bien-être, puis comme le prioriser. Puis on revient tout le temps aux bases, là, mais on le voit directement, le sommeil, l'alimentation, c'est tous des facteurs qui influencent vraiment beaucoup la dépression puis l'anxiété. Puis, admettons, plus spécifique à l'anxiété, c'est sûr qu'il y a plein de trucs, mais je pense que c'est vraiment de s'outiller pour comprendre, c'est quoi l'anxiété, parce que souvent, c'est mal compris. On dirait que les gens pensent que c'est pas tout le monde qui en vit ou que c'est pas correct d'en vivre ou que c'est problématique, pas nécessairement. Puis de voir comment je peux rationaliser mes pensées, comment je peux me ramener dans des moments où mes pensées sont comme hors de contrôle, en fait, là. Puis de voir comment que je suis capable de vraiment appliquer des choses qui fonctionnent pour moi, parce que c'est du essai-erreur pour tout le monde. Fait qu'il faut juste se donner la chance d'essayer au moins. Puis est-ce que tu voudrais nous faire la nuance entre, mettons, dépression, anxiété, parce que pour moi, c'est clair, net et précis, mais mettons pour quelqu'un qui a aucune idée ou tu sais, des fois, on se sent pas bien puis on n'arrive pas à mettre des mots nécessairement sur comment on se sent. Oui, puis des fois, c'est que ça peut être les deux en même temps. Ça peut être... il y a des symptômes qui sont très ressemblants dans les deux. Pour ce qui est de la dépression, ça va être vraiment comme une période de temps. Je me rappelle plus exactement la période, donc je me prononce pas pour ça, pour que ce soit diagnostiqué, parce qu'il y a plusieurs types de dépression. Mais ça va être une période où la personne sent un changement d'humeur qui est drastique, qui est important puis qui perdure dans le temps, où il y a plusieurs aptitudes de sa vie où est-ce que en est affecté. Donc, exemple, ça va être à son travail, son humeur, à son sommeil, ça va être à tous les niveaux ou presque, qu'elle va sentir qu'il y a vraiment comme une baisse de motivation, une baisse d'énergie, une baisse de plaisir dans son quotidien pour des choses qui étaient auparavant très plaisantes pour elle. Ça peut être dû à tellement de choses, mais c'est une période qui est plus... où on a de la difficulté à voir le beau quotidien de ce qu'on voyait avant. Fait que c'est sûr que c'est très large comme description, mais ça va être vraiment une période qui est difficile dans l'humeur qu'on va avoir, puis d'avoir de la difficulté à remonter. Des fois, on a des petites journées que ça va moins bien, mais là, c'est comme si ça s'étend, puis qu'on a juste l'impression que ça va de moins en moins bien. Tandis que l'anxiété, ben, c'est une émotion qui est normale. Il y en a beaucoup qui pensent qu'anxiété, c'est comme... automatiquement une problématique, mais on vit tous de l'anxiété. Parce qu'on vit du stress, mais on vit aussi tous de l'anxiété. La nuance, je pense que je vais la dire parce que ça peut être pertinent. Le stress, c'est quand on a une menace devant nous qui est une réponse naturelle et normale de notre corps, qui est essentielle même. Donc, l'exemple que je dis tout le temps, là, c'est admettons que tu vois un ours dans un bois. Ton stress va probablement te sauver de la situation parce que tu vas avoir un mécanisme de défense qui va être adapté. Ben bref, je sais pas c'est quoi le bon mécanisme. Je pense que c'est de pas bouger, mais en tout cas, on comprend pour un ours, là? Ouais.
De mémoire, ouais, là, je te dis ça, mais c'est mes connaissances de survie. Probablement, je serais la première à se faire manger. Mais de mémoire, il faut que tu recules doucement en gardant tout le temps un contact, puis tu laisses ton stock à terre, genre, pour qu'il le sente. Mais je vous... Tu sais, comme, en cas de danger de vie, écoutez pas nos conseils. Ouais. Fait que, je donne cet exemple-là, mais je devrais me renseigner parce que, admettons qu'on sait la bonne réponse, ben notre stress va être un motivateur de réaction à une situation qui est réelle puis qui est dangereuse, qui menace notre intégrité, tandis que l'anxiété, ça va être l'appréhension d'une situation qui n'est pas réelle. C'est pas des faits qui sont tangibles. Ça va être vraiment comme une perception qui est erronée ou une peur ou une situation, comme exemple, ça serait la prochaine fois que je vais aller dans le bois, j'ai peur de voir un ours. Mais c'est pas la réalité, c'est pas la situation dans laquelle la personne est confrontée. Donc, c'est vraiment là la nuance qui est présente. Mais tout le monde a des scénarios, des fois des pensées, des peurs qui peuvent être présentes. C'est de voir jusqu'où ça affecte le fonctionnement de la personne. Fait que là, je pense que je me suis perdue dans ta question. C'était qu'est-ce que c'est l'anxiété? Dépression, d'anxiété de façon générale. Puis, tu sais, l'anxiété, mettons, comment ça va se manifester chez quelqu'un? Tu sais, mettons, moi, comment je fais pour reconnaître que je suis une personne, que je vis l'anxiété, mettons? Bien, il va y avoir beaucoup de symptômes qui peuvent être reconnus, qui vont varier de personne en personne, mais il va y avoir des manifestations somatiques, ce qui peut être, exemple, un sentiment d'être égorgé, avoir tout le temps l'impression d'avoir comme une petite boule au ventre ou de se sentir coincé. Ça peut être vraiment de réduire nos activités sociales, d'être incapable d'être dans des lieux où il y a beaucoup de gens. Ça peut être vraiment l'isolement, d'avoir comme des peurs ou des pensées obsessives sur certains sujets qui alimentent vraiment des peurs qui sont pas réelles, finalement, là, d'avoir des scénarios catastrophes, de continuellement appréhender le pire ou de vivre dans la peur puis que ça limite notre fonctionnement. C'est vraiment là où que ça devient problématique quand, admettons, la personne va vivre l'anxiété sociale puis veut plus aucunement sortir dans des lieux où il y a d'autres personnes. Donc, exemple, une épicerie, un dépanneur. Donc là, ça amène vraiment un impact sur le fonctionnement de la personne. Là. Donc, c'est là où que ça devient qu'on a besoin d'un professionnel ou de mettre des choses en place rapidement. Ou juste si on veut aussi, j'imagine, s'améliorer dans le sens que, tu sais, de vivre l'anxiété, tant qu'à moi, c'est pas nécessairement une réaction qui est plaisante à vivre aussi. Fait que c'est sûr que ça peut être utile, mettons, de mettre des choses en place si on a envie de s'améliorer, mais effectivement qu'il y a une grosse marge entre ne pas sortir puis genre avoir un petit stress parce que tu as un examen le lendemain. Ben, c'est ça. Petite période d'anxiété. Là. C'est ça, puis c'est d'apprendre à rationaliser ses pensées, là, c'est le défi d'une vie, mais vraiment d'être capable de se ramener puis de s'auto-confronter face au fait, de voir est-ce que c'est un fait ou c'est une perception, puis de distinguer entre les deux. Est-ce que c'est un fait que c'est une table, ou de dire j'ai peur que la table tombe sur moi parce que ça m'est déjà arrivé. Là, on est déjà dans des scénarios, dans des pensées que c'est pas la réalité. Fait que c'est vraiment de réussir à se ramener. Puis plus on le fait, plus notre cerveau est exercé à comme rapidement revenir au rationnel un peu plus. Là. Mais c'est un défi qui est... Plus on le prend tôt, plus ça va rapidement, habituellement, s'intégrer. Mais c'est sûr que ça dépend de chaque situation. J'imagine pour quelqu'un qui a vécu de l'anxiété toute sa vie, mais c'est un plus gros défi que si ça fait un mois que tu vis de l'anxiété puis que là, tu recommences à être dans le fond, c'est un reconditionnement du cerveau, en fait. Oui, c'est ça. C'est sûr que ça va dépendre. L'anxiété, il y a comme plein de facteurs qui peuvent être présents, dont l'environnement. Donc, si on a grandi dans un environnement où nos parents sont des personnes qui sont très anxieuses, c'est sûr qu'on a été conditionnés aussi à une façon de penser, une façon de faire puis de voir les choses. Donc, c'est plus difficile à déconstruire, mais il n'y a jamais rien qui est impossible. Là. C'est sûr que c'est juste que ça dépend de jusqu'où nous, on est affectés par ça. Puis, j'avais déjà écouté dans un podcast, c'est étrange, j'ai vu ça, mais j'avais déjà écouté dans un podcast, justement, qui mentionnait que c'était quand même, jusqu'à un certain point, normal de vivre l'anxiété, dans le sens que quand tu crées du changement dans ta vie, ça pouvait arriver de créer un certain stress parce qu'automatiquement, tu es en train d'évoluer, puis le corps étant bien dans sa zone de confort, parce que c'est une zone un peu de... Tu sais, c'est ce qui permet de survivre, dans le sens que, tu sais, dès que tu sors de ta zone de confort, c'est menaçant pour ta survie. Est-ce que dans ta perception des choses, mettons, le fait de vivre de l'anxiété, c'est nécessairement quelque chose qui est, là, je dis mal ou négatif, entre guillemets, mais où ça peut être normal dans un certain point? Non, je suis totalement d'accord que c'est normal, puis je trouve que c'est sain même, parce que, exemple, comme tu le dis, si c'est exemple de commencer un nouvel emploi, puis d'avoir une peur de pas être capable de rendre le résultat attendu dans nos fonctions, des fois, ça peut être un motivateur de changement, puis de dire hey, justement, je veux prouver que je suis capable de le mettre en place, puis ça crée un malaise, mais souvent, il faut un malaise pour avoir un changement. Donc, ça peut être dans tellement de situations, mais je pense que c'est sain d'en vivre. C'est vraiment de voir comment on le contrôle, comment, en fait, contrôler, c'est un peu ironique à dire, mais comment on est capable de vivre avec, puis jusqu'où ça nous affecte. T'sais, si on est capable de dire, OK, oui, il y a ça, mais il y a aussi une autre partie de l'histoire qui peut être que je succède dans
que j'excelle dans mon domaine, que ça aille super bien, puis qu'on est capable de comme faire la part des choses. Je pense que c'est sain parce que le malaise crée aussi du changement dans nos vies. Là. On en a besoin, je pense. Je pense qu'on a besoin d'être confortable aussi pour que une zone devienne confortable. Tu sais, moi, je vois un peu ça comme une boîte, dans le sens que tu as ta boîte, puis là, tu as grandi ta boîte au début. C'est comme, tu n'es pas familière avec ce nouvel environnement-là, mais là, au fil du temps, tu t'acclimates, puis ça fait que veux pas, ça agrandit à chaque. Puis comme tu dis, c'est vraiment comme de l'exposition. Ben, la solution à l'anxiété, en fait, je l'ai dérivée tantôt, mais c'est l'exposition. Dans le sens aussi, la peur, c'est. Je peux prendre n'importe quel exemple, mais admettons que la peur, c'est comme on dirait que j'ai tellement d'exemples en tête, là, mais de vomir, par exemple. Mais plus la personne va éviter les situations où il peut avoir des risques, comme exemple des soirées festives, d'être en contact avec des enfants, plus la personne va comme renforcer ces pensées-là, plus l'anxiété va monter, puis la façon qui semble vraiment difficile à comprendre quand on le vit, mais c'est de s'exposer à ça, de justement déconstruire ce que notre cerveau s'est dit, parce qu'à chaque fois qu'on va vivre une petite victoire, exemple qu'on côtoie quelqu'un qui est malade, puis qu'on ne l'aura pas attrapé, mais notre cerveau va comme faire « OK, mais il n'y a pas un lien automatique que si je vis telle situation, je suis malade automatiquement. » C'est vraiment de s'exposer, ce qui est très difficile, oui, mais c'est ça qui fait qu'on réussit à surmonter l'anxiété. Fait que le truc, c'est vraiment ça, même si ça a l'air comme hyper difficile, puis pour le faire, pour que ce soit moins difficile, tu sais, tantôt tu disais les gens qui n'ont pas nécessairement accès à des ressources, c'est justement de se fixer des petits défis, tu sais, c'est de dire moi je suis pas capable de sortir de chez moi, j'aime pas ça être en présence d'autres personnes, ben d'y commencer avec juste me mettre sur le pied de la porte puis de regarder dehors. Après ça, la semaine d'après, ben je fais quelques pas puis je rentre. Après ça, je vais faire un tour du bloc, je rentre. Après ça, tu sais, on y va par étape, mais il faut vraiment pas laisser place à la cristallisation de ces peurs-là, parce que c'est là que ça devient plus difficile de le déconstruire. Puis quand tu parles de cristallisation, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, en fait, quand on dit que c'est cristallisé, c'est comme... je vois l'image de glace, là, mais exemple que la pensée est dans un bloc de glace, ben c'est beaucoup plus difficile d'aller chercher cette pensée-là parce qu'on a des couches à casser avant puis d'aller réussir à atteindre comme le noyau, si je peux l'imager comme ça. Tandis que si on rattrape rapidement la chose, ça n'a pas le temps de geler nécessairement. Fait que rapidement, on est capable d'aller le reprendre en charge puis de faire un changement par rapport à ça. Mais quand on parle de cristallisation, que des choses sont cristallisées, c'est que c'est comme rendu... La personne a ça comme croyance. C'est plus juste une perception, c'est que la personne va croire qu'elle est incapable d'être en contact d'autres personnes, va croire que c'est une personne qui peut pas être en contact avec des enfants. C'est comme ça devient ancré. Puis c'est là que c'est plus difficile à déconstruire parce que la personne, il faut qu'elle se détache de sa pensée, mais c'est un cheminement plus ardu des fois. Plus long, j'imagine, ça doit faire partie de son identité aussi. Oui, ben c'est ça devient comme une partie d'elle, alors qu'à la base, c'était pas du tout ça. Là. Fait que pour l'anxiété, ça serait au lieu de, mettons, dire telle situation me rend anxieuse, ça serait je suis une personne anxieuse. Mettons, oui, c'est ça devient une partie d'elle. Fait que c'est comme encore plus difficile de déconstruire ça, là, parce que si on se l'attribue comme... Tu sais, je déteste mettre ce genre d'étiquettes-là. Souvent, que c'est de la santé mentale, souvent, il va y avoir des étiquettes genre telle personne est schizophrène ou est bipolaire ou peu importe. Mais la personne n'est pas sa maladie, dans le sens où la personne a le diagnostic de bipolarité, mais est tellement autre chose que de se faire décrire par un symptôme de santé mentale, dans le sens par un diagnostic de santé mentale. De mettre des étiquettes comme ça fait que la personne qui est bipolaire, par exemple, va intégrer, ben, je suis une personne bipolaire, mais si on a un cancer ou le diabète, on va pas aller se présenter aux gens en disant je suis cancer ou peu importe. Dans le sens qu'on ne devient pas notre maladie, mais ça devrait être la même chose en santé mentale. Si on se qualifie comme ça, déjà, on se conditionne à dire qu'on porte ça puis c'est définitif. Fait que c'est vraiment comme de changer le discours, je pense, mais aussi des façons de voir les choses, peut-être. Je pense que ça a été des sujets aussi tabous pendant tellement longtemps que là, maintenant, tu sais, justement, avec le podcast, qu'on va pouvoir parler un petit peu plus tard, mais justement, là, on commence un peu à en parler aussi, puis je trouve ça beau, effectivement, ce que tu dis de justement se détacher de c'est une sphère de toi, mais un peu comme, mettons, il y en a des femmes qui vont avoir l'identité de maman, l'identité professionnelle, exact. Mais c'est juste une sphère parmi tant d'autres, mais t'es beaucoup plus que ça aussi. Puis de ton côté, tu sais, est-ce que... Là, on dirait, j'essaie de bien amener ma question, mais de ton côté, comment tu as vécu ta santé mentale à toi au cours de ton parcours? T'as-tu déjà vécu avec, mettons, des diagnostics quelconques? Oui, honnêtement, moi, ça a été comme l'anxiété qui a été présente la majeure partie de ma vie, je dirais. C'est juste que j'étais quelqu'un qui
verbalisaient pas nécessairement qu'est-ce qu'ils vivaient. Fait que j'avais l'air tellement calme, tellement douce, tellement en contrôle, mais souvent, on pense à tort que ces personnes-là sont comme hyper calmes et sereins à l'intérieur d'eux-mêmes aussi. Fait que, tu sais, moi, ça a été vraiment l'anxiété de performance qui était comme... C'était comme une limite que je me mettais à moi-même, dans le sens que j'ai toujours eu des parents qui étaient comme « t'as fait du mieux que tu peux, c'est parfait ». Mais moi, ça a toujours été jamais assez, le perfectionniste à l'ultime. Puis c'était comme jamais satisfaisant où est-ce que j'arrivais comme résultat, même si c'était un 100%. Il y avait quelque chose que j'allais trouver. Fait que, tu sais, c'était comme une pression immense à me mettre. Puis c'est sûr qu'à un certain point, ça a comme éclaté de faire comme « c'est pas normal de vivre dans cette peur-là constante de pas être assez, de pas être ci, de pas être ça, ou de pas être capable, puis d'avoir comme vraiment des pensées qui étaient envahissantes, que c'était au quotidien que c'était difficile à porter, que mon sommeil, j'étais incapable de dormir parce que je pensais que telle personne m'avait dit quelque chose mettons, d'une façon que moi, j'avais perçue qui était plus sec. Fait que là, je me disais, peut-être qu'elle est fâchée contre moi. Puis là, si elle est fâchée contre moi, peut-être qu'elle n'ose pas m'en parler. Puis là, comme le scénario, au point de m'empêcher à dormir. Puis finalement, la personne, c'était juste qu'elle était fatiguée, tu sais. Mais que c'était comme moi qui s'était partie en vrille dans ma tête. Fait que, tu sais, c'était comme... J'allais loin pour des situations qui n'étaient pas réelles. C'était pas... J'avais pas été validée mes perceptions. Fait que, tu sais, c'est quelque chose que j'ai travaillé beaucoup de comme... Pas rester juste avec ce sentiment-là puis aller le valider à la place de me faire moi-même un scénario qui, le 3/4 du temps, est faux. Tu sais, finalement, des fois, on prend pour acquis que la personne est fâchée, puis t'apprends juste après qu'elle dit « Hey, j'ai appris une mauvaise nouvelle, puis ça n'a aucunement rien contre toi. » Mais moi, j'étais déjà partie dans ma tête, là. Fait que, tu sais, ça, c'est un exemple parmi tant, mais ça a été un défi. Puis là, j'ai l'air d'être assis là sans émotion à en parler, mais je pense qu'on apprend à vivre avec, puis qu'on développe des moyens aussi. Quand tu parles justement d'aller valider les perceptions, dans le fond, c'est d'aller voir les gens, pour mettons quelqu'un qui va te causer, mais que tu vas te faire un scénario dans ta tête, tu vas aller valider un peu à ce moment-là quand tu m'as dit telle chose. Tu vas aller directement lui demander. Oui, ou tu sais, même si des fois, c'est à plein d'autres échelles. Tu sais, admettons qu'une perception que ça peut être un scénario par rapport au travail, par rapport à comme plein de sujets de la vie, mais qu'on se fait une perception, puis que finalement, on prend pour acquis que ça, c'est la vérité, mais c'est notre perception à nous. C'est pas la vérité pure et dure. De juste aller comme valider, des fois, c'est de notre compréhension. C'est exemple qu'on a senti comme une tension entre deux personnes, puis ou que le climat était plus lourd, mais d'aller comme le nommer puis le valider à la place de porter ça puis que ça finisse par grossir finalement, et ou que ça s'éteigne parce que tout le monde fait comme « Oh mon Dieu, on s'en était pas rendu compte ». C'est plein de petits exemples comme ça, mais d'aller comme prendre le temps de le nommer. Ça a l'air facile, mais je dis ça comme ça, mais c'est vraiment mon défi de vie. Fait que c'est pas un conseil à tout prix, là, mais... Je pense que ça demande beaucoup de courage aussi, puis d'avoir un entourage qui est ouvert, peut-être aussi à ça, parce que c'est pas tout le monde que... Tu sais, il y en a qui vont... là, je pense à des, tu sais, soit des relations de couple ou des amis qui me disaient « Ah, tu sais, j'étais allée dire moi, j'avais besoin d'être rassurée, mettons, par rapport à telle chose, par rapport à mon chum. » Puis là, la personne, tu sais, elle se sentait qu'elle te dérangeait. Tu sais, c'est comme la peur de déranger aussi, je pense, qui vient avec ça. Ben oui, c'est ça. Puis là, tu sais, je veux dire, il y a divers degrés d'anxiété. Il y a des gens que ça va être... tu sais, la peur de la mort, par exemple, il arrive la peur de l'abandon, peur de perdre des proches, des gens aimés, puis ça peut être des fois lié à des traumatismes ou peu importe, mais c'est important de comme s'entourer de personnes qui comprennent, ou du moins avoir une personne qui est peut-être capable d'accueillir comment on se sent, au moins, là. Puis est-ce que, tu sais, au travers de tout ça, ton anxiété, comment qu'elle se manifestait exactement? Mon Dieu, ben moi, je dormais quasiment plus. Je sentais, c'est sûr que mon énergie nécessairement était affectée. Je dirais pas mal toutes les sphères de ma vie. Tu sais, j'étais comme en hyperactivité tout le temps parce que j'étais incapable de dire non. Ça, c'était comme le plus gros symptôme, je pense, qui était la peur de déplaire. Fait que je disais comme oui à tout, même si c'était pas du tout ce que j'avais envie. Fait qu'à un certain point, ça a comme mené à ce que je me sentais fatiguée. Puis je reprenais comme plus l'énergie pour que je fasse comme des mises au point, de faire comme OK, mais qu'est-ce que moi me tente réellement? Puis ça, je le fais pour qui? Finalement, je réalisais que il y avait des priorités que je pouvais comme vraiment mettre de l'avant puis tasser beaucoup d'autres choses, là. Fait que ça a comme été un travail je dirais d'années, là. Ça a quand même été un bon bout de chemin.
Mhm. Ouais. C'est intéressant ce que tu dis aussi, parce que je pense que moi, je m'en rends compte en rencontrant des clients, je vais dire dans ma pratique. Mais Ben oui. Ben oui, dans ma pratique Oui. comme entraîneur, avec des clientes, des femmes, tu sais, qui vont, admettons, être maman, qui vont avoir des carrières, qui vont avoir, tu sais, leur relation conjugale aussi. Puis, de justement, ouais, mais quand je leur pose la question, mais tu sais, ça, tu fais ça pourquoi? Puis là, ils sont comme... Ben dans le fond, ça fait des années que je fais ça, mais je faisais juste ça pour faire plaisir à quelqu'un. Je suis comme, Exact. OK, mais parce que des fois, on essaie d'intégrer des nouvelles choses. Tu sais, là, c'est bien beau de dire, oui, il faut prendre soin de sa santé mentale, mais dans une optique où ton assiette est déjà pleine, des fois, c'est d'enlever des choses, tu sais, de comme tout remettre en question sans que nécessairement ça devienne too much non plus, mais d'enlever des choses, tu sais, OK, cette activité-là, mettons, de sortir avec tes amis, est-ce que toi, au fond de toi, ça te fait réellement plaisir puis ça te fait réellement du bien? Ou, mettons, le fait de faire une autre activité avec une autre amie, ça serait préférable pour toi dans ton temps aussi? Puis après ça, c'est juste d'enlever des choses puis de remettre tout en question. Puis je pense, j'ai l'impression que t'es comme plus aligné. Ben oui, c'est ça. Parce que, tu sais, sinon, au final, tu réalises que les gens pensent à eux aussi. Les gens, le soir, là, pensent à leur réalité, à leur vie. Donc, on en revient que c'est pas... Des fois, on a l'impression que c'est donc bien dramatique si on dit pas oui ou si on n'adhère pas à ce qu'une personne a besoin. Mais en même temps, c'est qu'on se manque de respect à nous-mêmes aussi, d'aller à l'encontre de ce qu'on a réellement le goût de faire. Fait qu'à un certain point, on se dit, si dans le fond, à chaque fois, je me manque de respect à moi-même, en quoi je me rends service, puis en quoi je rends service aux autres, parce que quand t'es pas bien avec toi-même, tu peux pas nécessairement donner le meilleur de toi-même aussi, là. Fait que c'est comme... C'est sûr que c'est un gros travail, comme tu dis, puis je pense que c'est vraiment vrai, là, de trier nos priorités, retirer des choses qui, des fois, étaient prises pour acquis, des relations que, des fois, on a toujours maintenues parce que, ben, exemple, c'est un ami d'enfance, mais finalement, c'est quoi cette relation-là à ta porte? Des fois, il y en a plein qui font comme, ben, j'ai la misère à le dire, mais vu que ça a toujours été là, je la garde, tu sais, fait que je pense que c'est comme tu dis, ouais. Ça résonne beaucoup avec moi, ce que tu dis, justement, la question d'apprendre à dire non. Puis, tu sais, overall, là, les gens, tu sais, moi, ça a été gros une peur que j'ai eue quand j'étais plus jeune, genre la peur de déplaire, puis là, tu sais, de dire oui tout le temps à tout, puis de t'épuiser en bout de ligne parce qu'effectivement, tu sais, tu mets pas tes limites. Puis ce que je me suis rendu compte, c'est que quand tu arrives dans une situation où tu n'as pas réellement envie d'être là non plus, tu n'es pas la meilleure version de toi parce que ça te fait inconsciemment un peu chier d'être là parce que tu es comme, tu sais, pourquoi je suis là, tu n'as pas de plaisir, mais ça se ressent aussi dans l'énergie que tu mets dans la situation, dans les relations, dans ce moment-là aussi. Puis des fois, c'est juste d'apprendre à dire non une fois. Oui, c'est ça. Tu te rends compte que le monde, dans le fond, ça leur dérange pas tant que ça que tu sois pas là. Dans le sens que oui, ils tiennent à toi puis ils tiennent à la relation, mais c'est pas... Des fois, on a l'impression que ça va être la fin du monde si on y va pas, mais tu sais, dans le fond, les gens, ils vivent leur vie puis tout le monde est content en bout de ligne. Puis c'est comme de se reconditionner aussi à dire non. Oui. Puis moi, ce qui a résonné beaucoup aussi que je m'étais fait dire, c'est si ça dérange la personne que tu te places en priorité, c'est là que la question se pose. Dans le sens où si, admettons, une soirée, tu te sens fatigué puis tu dis, je suis épuisée, je me sens pas capable d'y aller à telle ou telle soirée, admettons, puis que les gens tiennent sincèrement à toi puis comprennent que c'est parce que tu te sens vraiment à bout puis tu as besoin de te reposer. Tu sais, si les gens, à chaque fois que tu mets une limite, réagissent négativement, c'est là où on peut se questionner aussi sur comment la personne vous priorise à l'inverse, parce que si on aime quelqu'un, on veut que la personne aille bien, qu'elle prenne soin d'elle. Fait qu'il y a comme un questionnement à y avoir ça aussi. Là. Parce que c'est sûr que ça fait réagir les gens quand on n'a jamais, exemple, mis de limite, puis que là, on en met. Les gens sont pas habitués aussi, puis ça crée une réaction. Mais je pense que ça mérite d'être réfléchi, de voir comment je suis, moi aussi, écoutée, prise dans l'équation, de voir cette personne-là, comment elle me considère. Là. 100%. Puis je pense aussi qu'on avait... c'est une thématique que je l'ai abordée, parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui vivent avec le volet, tu sais, TCA, troubles alimentaires, dans le fond. Puis toi aussi, de ton côté, t'en as vécu quand t'étais plus jeune aussi. Puis avec ton expertise, j'aimerais ça que tu nous en parles aussi. Là, on s'entend non plus, t'es pas spécialisée dans ce domaine-là, mais néanmoins, tu sais, comment que ça peut se manifester? Parce que je pense qu'il y a un beau lien à faire entre, mettons, l'anxiété puis justement le volet troubles alimentaires. Là. Oui, bien, c'est vraiment pas rare, en fait, là, qu'on voit comme les deux problématiques qui sont liées. Puis c'est sûr qu'il y a comme plusieurs angles qu'on peut aborder. C'est sûr qu'il y a comme tout ce qui est la sphère sociétale, de voir les valeurs qui sont portées, l'apparence, l'importance qui est accordée à l'apparence. Puis c'est sûr que les médias sociaux, l'effet de comparaison... c'est tous des facteurs qui influencent assurément. La culture de performance, tu veux pas, c'est jamais assez. On se compare tout le temps à mieux, meilleur, plus beau. Fait qu'il y a tout ce fond-là que si on le prend sous un angle social, il y a beaucoup à faire ressortir. Là. Mais
je pense qu'au-delà de ça, ça se transpose dans plein de facteurs aussi. Il y a la culture des diètes, il y a comme... Bref, tu sais très bien le sujet, en quoi ça consiste, mais je pense que comme femme aussi, on a tellement de pression de vouloir répondre à des critères, des standards, vouloir plaire. On en revient à ça aussi, tu sais, de vouloir être appréciée, de vouloir être aimée. Puis des fois, on a l'impression que notre valeur physique va jouer dans l'équation de voir si on est aimé puis apprécier à notre juste valeur aussi. Fait que je pense que c'est comme sur tellement de plans que ça peut jouer, puis il y a tellement d'angles qu'on pourrait aborder là-dessus, mais c'est une problématique, je pense, qui touche beaucoup plus de gens qu'on pense. Puis des fois, les gens ne seront pas prêts à le voir ou à l'entendre, puis c'est correct, je pense qu'il faut respecter ça. C'est jusqu'où ça va avoir de l'impact dans la vie de la personne qu'il faut nommer nos inquiétudes aussi, à l'inverse. Oui, parce que je pense que de ce que moi j'ai perçu dans la majorité des gens que j'ai côtoyés qui ont vécu des troubles alimentaires, c'est que la personne ne réalise pas nécessairement qu'elle est là-dedans. Tu sais, on dirait que c'est comme quand tu es prêt à faire face un peu à cette réalité-là, mais là, tu commences à voir un petit peu plus clair, mais on dirait que quand t'es dedans, entre guillemets, mettons, t'es très, 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 t'es comme, mais non, tu sais, ça va bien, puis à un moment donné, j'ai l'impression que tu prends comme un step back, peut-être. Oui. Puis que tu veux te convaincre aussi, je pense que c'est correct, puis c'est normal, puis c'est ça, quand je parle le bout social, il y a aussi plein d'écoles de pensée qui sont dites qui sont pas nécessairement appropriées. Tu sais, des gens, des fois, qui vont s'appuyer sur des ressources en ligne ou des gens qui n'ont pas nécessairement de formation pour accompagner d'une bonne façon saine et graduelle vers une transformation physique, par exemple. Ça, on pourrait en parler longtemps. Ça. Fait que, tu sais, moi, mettons, mon Dieu, j'ai jamais parlé avant, mais tu sais, j'ai une nutritionniste à un certain point qui, elle... avait probablement elle-même ses enjeux, mais qui avait une approche très restrictive, puis c'était un nombre de calories de 1000 calories par jour. Puis c'était vraiment comme un... On a un petit Blake on a entendu Blake qui a fait... ça, c'est clairement, il était pas en accord. Oui, il est comme, je veux pas entendre ça. Mais c'est ça, fait que c'était comme une approche hyper restrictive, là, comme... tout doit être posé, pesé, aucun écart. Puis ce que ça crée, c'est que ça crée de l'isolement, ça crée une pesée 2 fois par jour. C'est comme, c'est complètement malsain, puis ça amène à une obsession. Puis quand on est dans la privation, on génère l'excès. Fait que qu'est-ce qui arrive, c'est qu'après ça, notre corps, il va pas bien, puis notre esprit non plus. Fait que c'est comme... Des fois, il faut faire attention sur les personnes vers qui on s'appuie, parce que c'est pas toujours des gens qui sont outillés pour bien accompagner, je pense. Ouais. 100%. C'est un sujet, je pense, qui est vraiment touché aussi dans le domaine du coaching de façon générale, parce que... Puis il y a beaucoup de gens présentement qui sont, sans rentrer nécessairement dans les noms, tu sais, whatever, mais qui sont très controversés aussi, parce qu'on va parler de sujets, mettons, comme la perte de poids. Puis tu sais, moi, j'allais souvent mentionner dans le podcast, moi, peu importe c'est quoi ton objectif, tu sais, je suis pas là pour te juger. Néanmoins, je pense que tout dépend de l'intention que tu mets derrière puis la façon que tu le fais. Dans le sens que, tu sais, pour moi, une femme qui va perdre, mettons, 30 livres, mais qui va le faire de façon à... OK, bon, regarde, je comprends que tu as la partie résultat physique, mais en premier temps, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est juste comme, on va se remettre à bouger, on va se remettre à manger de façon équilibrée, avoir des saines habitudes de vie, puis le volet physique va devenir une conséquence un peu de... OK, tu as un mode de vie, tu prends soin de toi, donc... Tu sais, ça, pour moi, il y a une grosse nuance entre les deux, mais j'ai l'impression qu'on est tellement... surchargé de choses de genre, OK, je vais perdre 30 livres en 30 jours, puis les diètes, les modes alimentaires, puis dans le temps de nos parents aussi, tu sais, il y en a combien des femmes, justement, qui sont présentement, soit, mettons, mi-quarantaine, fin quarantaine, cinquantaine, qui ont vécu des régimes, tu sais, toute leur vie, des régimes de, là, on les nommera pas, mais tu sais, des affaires que, mettons, tu te mets dans des bacs, mais là, tu as juste le droit de manger le rouge, mais comme juste le droit de manger, juste ça. Tu te conditionnes déjà. Oui, c'est ça, puis c'est que dès que tu crées comme un... C'est sûr que ça tu sais, probablement que c'est... On pourrait en parler pendant 5 heures, puis je pense que c'est une problématique même, là, de comme être dans une ère où combien de vidéos on voit que do this pendant 30 jours pour avoir des abdos. Tu sais, c'est tellement wrong comme... Parce que les gens vont vivre un échec s'ils n'ont pas ce résultat-là, alors que, tu sais, finalement, c'est pas tout ça. La personne, elle s'entraîne depuis 5 ans, puis... Tu sais, je veux dire, c'est pas juste un entraînement qui va faire que tu vas avoir des abdos et tu vas perdre tout le poids. Tu sais, c'est comme les médias sociaux qui sont wrong des fois. Puis, tu sais, des fois, c'est comme... dès qu'on commence à tomber dans la privation, je pense que moi, c'est ça le mot-clé. Parce que plus... Puis je me rappelle plus c'était quoi l'étude, mais j'avais vu ça dans une de mes cours. Puis il avait fait une étude, puis il avait pris sa date, là, je pense que c'était en 1940. Là. Il avait pris comme des hommes qui revenaient de la guerre, puis il avait fait un groupe...
études, puis un groupe... il y avait séparé en 2 groupes, finalement. Puis il y avait un groupe qui avait été privé de manger pendant... Il y avait comme une quantité très, très, très minime de nourriture qu'il pouvait manger, puis l'autre groupe avait juste été comme de façon stable, remise à une alimentation graduelle. Puis il avait vu au retour de l'étude, admettons que ça avait duré, 2 semaines, que le groupe d'hommes qui avait été privé, au suite, pendant l'année qui avait suivi, les hommes avaient tous gagné de façon fulgurante du poids, puis avaient des cravings vraiment de certaines nourritures, puis hasard, c'était toute la nourriture qui était interdite. Fait que, tu sais, c'était une démonstration même que dès qu'on commence à mettre des aliments bons, mauvais, on dirait que notre cerveau est conditionné déjà à comme vivre la culpabilité. Fait que c'est là que ça entraîne bien d'autres choses. Souvent, une question, moi, j'aime bien pour Sophie, c'est comme si, tu sais, ce que tu fais présentement, tu dois-tu le maintenir sur 10 ans? Ouais. Puis si la réponse, c'est non, ben, tu sais, ça veut pas dire nécessairement que ça va être de façon privative, mais du moins, ton mode de vie que tu as actuellement, est-ce que tu dois maintenir sur le long terme? Si la réponse, c'est non, ça te donne déjà un petit indicateur de, tu sais, peut-être que c'est pas aligné. Tu sais, mettons, quand on va se mettre à se priver beaucoup de, tu sais, ou se priver de certains aliments, notamment, tu sais, on voit, mettons, la consommation d'alcool. Tu sais, nous autres, c'est un enjeu, justement, la consommation d'alcool dans tous les processus de remise en forme. Puis, tu sais, souvent, je suis comme, ouais, mais le but, c'est pas de le couper. C'est nécessairement juste d'ajuster sa consommation, de savoir pourquoi qu'on consomme. Puis, tu sais, si ton verre de vin, ben, il te fait du bien, ben, c'est correct. Tu sais, dans le sens que c'est ton corps, c'est toi qui décides. Mais si tu me dis, OK, non, j'en bois plus du tout, des fois, c'est là qu'il y a comme une espèce de déséquilibre, puis ça devient encore plus attrayant. Puis là, ben, ça devient un peu comme n'importe quel... Ouais, comme le sucre, comme, tu sais, je veux dire, c'est comme dans tout, là. Puis, de comme, c'est combien de régimes qu'on voit... low carbs, que tu n'as plus le droit de manger tel aliments. Puis là, tu sais, il y en a tellement des régimes, probablement, je les ai tous essayés, là. Puis, tu sais, je dis ça, puis c'est ironique, puis je me dis, c'est tellement violent envers notre corps de faire ça. Mais je pense qu'il y a un conditionnement qu'il faut défaire aussi. Puis ça passe par des bonnes ressources, genre ici. C'est des personnes qui sont qualifiées puis qui peuvent vraiment comme avoir un accompagnement réaliste. Parce que de suivre un plan alimentaire sur une feuille, pour des athlètes professionnels ou pour des cas comme ça, c'est sûr qu'il y a des exceptions, puis ils sont bien encadrés, il y a un accompagnement, mais exemple, de dire, pendant 10 ans, je vais suivre un plan sur ma feuille, puis je vais manger la même chose à tous les jours, c'est pas réaliste, comme tu dis, tu peux pas te voir épanoui de façon générale, en tout cas, là. Il y a peut-être des gens à l'exception près, mais c'est ça, mais je pense pas que dans la majorité, on serait bien de devoir respecter une quantité pesée à tous les jours, puis le même aliment, puis de se restreindre. Il y a un moment où va venir un excès, c'est sûr, pour compenser, tu sais. 100%. Parce que, tu sais, nous, de façon générale, on émet des conseils, mettons, en lien avec la remise en forme, l'alimentation saine. Néanmoins, moi, quand, mettons, en consultation, on a soit quelqu'un qui nous mentionne d'avoir des TCA, nous, on touche pas à l'alimentation, automatiquement, on réfère. Parce que ça dépasse, pour moi, ça dépasse le champ de compétences, tu sais, d'un coach, même un kinésiologue potentiellement, parce que notre focus, c'est vraiment le volet activité physique, bien-être de façon générale. Mais tant qu'à moi, ça devient un peu comme quelqu'un, mettons, qui va s'entraîner, mais qui va avoir une condition très, très particulière physique. Ben, à ce moment-là, va aller voir, mettons, un physiothérapeute, va aller voir un kinésiologue spécialisé. Mais ça revient un peu dans le même processus au niveau de l'alimentation, dans le sens que tu vas voir soit un psychologue spécialisé dans le volet troubles alimentaires, un nutritionniste, et il y a tellement de ressources aussi. C'est sûr que les ressources sont parfois surchargées aussi. Oui. Mais justement, à la clinique, je sais que nous autres, on vous réfère quand même beaucoup de monde parce que ça va de soi de travailler sur ton volet, ta santé physique, mais aussi sur ta santé mentale. Puis c'est qu'en bout de ligne, nous, on peut émettre des recommandations qui vont être erronées, même si on est super bienveillant. Puis sûrement que c'est déjà arrivé dans les dernières années. Je veux dire, moi, ça fait 8 ans que je suis dans le domaine. C'est sûr que ça se peut qu'à un moment donné, j'ai émis une recommandation pour la personne, mais c'était super bienveillant. Fait que maintenant, on s'est dit, ben regarde, nous autres, on s'assure que tout le monde est bien entouré du bon professionnel dans la mesure. C'est complémentaire, tu sais, comme tu dis, dans le sens que au même titre qu'un psychologue ne ferait pas un plan d'entraînement, puis, tu sais, je veux dire, on a toutes nos connaissances, puis je pense que c'est juste comme, c'est hyper bienveillant de votre part de faire comme, et on veut être certain que comme tu as la bonne approche, la bonne façon pour toi, parce qu'il n'y a pas une façon universelle, il faut le dire aussi, là, dans le sens que il y a plein de façons pour certaines personnes qui vont fonctionner, d'autres, tu sais, je veux dire, comme dans n'importe quel métier, des fois, on a comme une approche qui colle plus à nos valeurs, à notre façon d'agir ou comme notre quotidien, mais c'est ça, c'est juste qu'il faut comme du essai-erreur des fois, puis
s'adresser à des ressources qu'on estime qui peuvent nous aider vraiment. 100%. Puis avant de conclure, j'aimerais ça qu'on jase un peu de la relation entre l'activité physique et la santé mentale. On a parlé beaucoup de santé mentale, de symptômes, mettons, dépressifs, d'anxiété, mais c'est quoi concrètement le lien entre l'activité physique et la santé mentale? On a tellement de clients qui sont comme « je me sens tellement bien depuis que je m'entraîne », mais c'est quoi spécifiquement, mettons, le lien entre les deux? Le lien est très simple, si je peux le résumer, c'est les neurotransmetteurs, dans le sens où la sérotonine qu'on va ressentir, la dopamine quand on fait une activité, ça a l'air... quand on pense comme ça, on voit notre cerveau que c'est pas juste une impression ou un sentiment qu'on s'imagine, c'est réellement dans notre corps qu'il y a des réactions chimiques qui se passent, puis vraiment comme un niveau de neurotransmetteurs qui est, exemple, la dopamine qu'on va voir qui va être de façon plus élevée après une activité physique, ou c'est vraiment sincèrement physique les changements qu'on va voir, puis après ça, on est capable de faire, OK, c'est quoi la corrélation entre les deux? Quand, exemple, je fais un entraînement, puis qu'après, j'ai un rush de sérotonine, endorphine, bien, on voit comme le lien direct sur notre humeur aussi. Fait que c'est là où ça va jouer, puis, tu sais, admettons qu'on prend les troubles alimentaires comme exemple, quelqu'un qui a des inquiétudes par rapport à son corps, qui a envie de se remettre en forme, mais qu'en même temps a une faible estime, se sent comme anxieux, se sent pas bien, se dévalorise, a des relations qui sont problématiques, ou elle se sent pas respectée, ou il y a même des fois de la violence. Mais c'est sûr que même si la personne s'entraîne sans cesse, les bobos, au fond, ne seront pas réglés non plus. Puis c'est comme un transfert des fois qu'on voit, ou vice-versa. Fait que des fois, comme vous dites, d'adresser les deux, c'est juste, je pense, complémentaire de comme penser à vraiment combiner les deux sphères. Parce que, tu sais, je veux pas dire d'études en particulier, mais combien d'études le démontrent que de faire des choses dans lesquelles on se sent heureux et bien et accompli, puis vivre un sentiment de fierté, comme exemple, je sais pas, c'est pour ça que les gens se fixent des défis dans la vie, l'exemple de faire 15 pull-ups ou peu importe quoi. Le sentiment de fierté vient automatiquement avec une réponse de nos neurotransmetteurs. Fait que c'est ça qu'on veut accroître, puis c'est ce qui est dans les antidépresseurs aussi, dans le sens c'est là où ça va jouer sur la sérotonine, etc. Donc, le lien est direct. Je pense que l'aspect social aussi de la chose, nous autres, on le voit beaucoup parce qu'au studio, on a le service semi-privé, justement, des entraînements de groupe, puis j'en ai tellement des femmes qui étaient anxieuses de retourner au gym, tu sais, avec là, je veux citer, mais avec les gros douchebags, les gros gars, puis sont comme, oh mon Dieu, je trouve ça confrontant. Mais c'est qu'aussi, ton entraînement, c'est une activité qui est sociale, puis c'est une chose aussi qui a beaucoup, tu sais, l'humain est un être de connexion avec le sentiment d'appartenance aussi, c'est quelque chose qui va beaucoup aider, tu sais, à aller mieux, du moins, à adhérer aussi à une activité. Mais oui. J'en ai beaucoup des clientes qui me disent, hey, c'est la première fois de ma vie que je suis autant constante dans une activité, mais il y a, oui, l'aspect des bienfaits de l'activité physique, mais il y a un sentiment d'appartenance. Mais oui. Il y a le principe de redevabilité. Fait que, pour quelqu'un qui est peut-être dans un lot un petit peu plus niveau santé mentale aussi, ça peut être bien d'intégrer ce genre d'activité-là. Si on prend l'anxiété, exemple, juste de venir ici, de sortir de chez soi, ça peut être une immense victoire pour quelqu'un. Puis en venant avec des gens où il y a un espace qu'on se sent pas jugé, qu'on se sent comme respecté à notre rythme, déjà là, c'est un win fois 1000 pour la personne. Fait que, c'est de prendre rendez-vous avec soi-même. Là. Ça a l'air tellement cliché de dire ça, mais je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on néglige parce que quand on a un rendez-vous, on le respecte généralement, mais comme quand c'est une activité pour nous-mêmes, des fois, on le tasse vite de notre horaire. Mais pourtant, c'est ces moments-là qu'on devrait le plus prioriser. Puis avant de conclure, j'aimerais ça qu'on parle du podcast « Faut qu'on en parle ». Oui! Qui est ton co-host avec Laurie, justement. Oui. Qu'est-ce qui vous a amené à partir de ce podcast-là, justement, qui traite de sujets tabous en lien avec la santé mentale? Oui, bien les deux, on est travailleuses sociales de formation. On est amis depuis très, 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 très longtemps. Puis, on avait comme commencé à parler de ça. En fait, on écoutait des podcasts à la base, puis on avait une discussion, ça a l'air vraiment quétaine, mais je vais toujours m'en rappeler. Une été, pendant qu'on faisait un petit souper dehors, puis on avait dit, il y aurait tellement de sujets qu'on pourrait aborder, qu'on voit dans notre quotidien. Tu sais, oui, on commençait à entendre un peu plus parler d'exemples dépendance, ou on se disait, il y a tellement autre chose que ça, que les gens, comme, on parle pas assez. D'où est venu, il faut qu'on en parle, puis ça a vraiment sorti comme ça. Tu sais, il faudrait qu'on en parle plus de telle chose, puis il y a tellement de gens qui en vivent des choses, mais si la vulnérabilité des uns peut inspirer les autres, c'est ça qu'on veut, tu sais, au fond. Ça poursuivait beaucoup notre mission de travailleuse sociale, je pense. Donc, c'est sûr que c'était comme dans notre créneau aussi d'activité. Fait qu'on a dit, bon, on se lance, on essaye, puis on n'aurait jamais pensé que ça aurait comme eu cette réponse-là. Fait que on est vraiment, vraiment contents.
Puis c'est quoi votre intention concrète, en fait, là, mettons, pour les gens qui n'ont jamais écouté le podcast, Oui. c'est vous faites venir soit des... Je sais pas juste des célébrités, là, mais Non, des c'est gens ça. qui ont vécu certaines choses Ouais. qui sont hors du commun, dans le fond, qui viennent raconter leur histoire. Exact, c'est ça. On a des invités qui vont parler de leur vécu pour... la visée, c'est d'inspirer les autres ou juste des fois semer un petit quelque chose, sensibiliser, éveiller les consciences. Ça va être des personnalités qui vont venir parler. Exemple, on a parlé de relations de violence conjugale, des relations interpersonnelles tout court, des troubles alimentaires, de la santé mentale de façon très large, mais aussi très spécifique par rapport à certaines problématiques. Puis des fois, juste d'entendre qu'on n'est pas seul à vivre ça. Pour certaines personnes, ça peut faire toute la différence. Puis on en a eu beaucoup de témoignages qui nous ont prouvé que fallait continuer de faire ça, puis je pense que c'est ça notre moteur de changement, vraiment, là, notre motivation. Mm-hmm. 100%. Avec, justement, qui est présenté par la clinique du Didac, justement. Oui, c'est ça. Ils ont comme embarqué dans notre projet, puis depuis jour 1, on a commencé avec eux, puis on poursuit dans le même sens. Fait que c'est sûr qu'on est tous dans les mêmes valeurs aussi, fait qu'on ça répondait bien à notre visée de la situation aussi, de la suite. 100%. Fait que merci pour ton temps. Merci à toi. Apprécié. Pour les gens qui veulent te suivre, aller voir le podcast, évidemment, je vais les mettre en description, mais où est-ce qu'on peut te rejoindre, connecter avec toi? Instagram, Facebook. En fait, c'est pas vrai, je mens, mais on n'a pas de... on n'a pas de... Pour le podcast, on n'a pas de Facebook encore. Mais Instagram, sinon, c'est ça, il y a mon Instagram personnel. Sinon, celui du podcast FQAP Podcast. Didacticus, c'est un peu moi derrière tout ça aussi. Fait que Instagram, Facebook, je dirais qu'on est pas mal partout. Fait que on est très, très, très accueillants si vous voulez venir nous jaser. Oui, 100%. Merci beaucoup. Merci à toi.